Lorsqu'il décolle de l'aérodrome de Toulouse-Lasborde, l'élève de l'ENSICA peut observer les bâtiments, le terrain de sport, les résidences qui abritent pour la dernière fois en 2015 une école d'ingénieurs dont l'histoire remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La façade de l'ENSICA a des airs de temple antique. Mais on a beau chercher, on ne trouve ni minotaure, ni centaure, ni griffon. Seulement des chats, des chiens, des lapins. L'édifice livre avec cette ménagerie ordinaire l'origine de sa construction débutée en 1932. De l'autre côté de la colline de Jolimont, lorsqu'on vient de la ville, c'est une école vétérinaire qui doit voir le jour. Toulouse ne s'étend pas au-delà du sommet de la colline. Il y a de la place, de quoi voir grand. Mais l'emplacement ne plaît pas aux vétérinaires. Jamais un étudiant n'aura révisé ses cours d'anatomie sous le regard des chevaux et des taureaux de la façade. Ce sont des oiseaux de métal qui seront étudiés ici. L'école reste inoccupée jusqu'en 1939. Le ministère de l'Air y transfère alors un établissement de recherche aéronautique pour l'éloigner de la menace allemande. Rapidement, la soufflerie S4 voit le jour. Ce qui deviendra plus tard le CEAT, le Centre d'essai aéronautique de Toulouse, prend racine. L'ENSICA arrivera à Jolimont 20 ans plus tard. L'histoire de l'école à proprement parler commence à Paris, lorsque l'ENTA, l'École nationale des travaux aéronautiques, est fondée en 1946. Elle forme principalement des ingénieurs militaires des travaux de l'air en 2 ans, à raison d'une quinzaine par promotion. L'ENTA, c'était un bout de couloir au bout du couloir du 2e étage de Super-Héros, 32 boulevard Victor à Paris. Bon, en fait, l'ENTA a été créé pour les besoins de l'État. Et pas pour les besoins de l'industrie, finalement, pas pour les besoins de l'industrie directement. Après la guerre, on avait besoin finalement de gens pour encadrer le renouveau aéronautique en France. Alors, on a créé une école. Est-ce que c'était une école? Finalement, c'était plus un petit centre de formation destiné à recevoir des gazards qui avaient envie de faire de l'aéronautique. Cette formation, finalement, elle était bien faite. Elle était centrée sur ce qu'il fallait connaître en aéronautique, mais de façon pragmatique. Ça intéressait l'industrie. L'industrie se dit, mais dans le fond, pourquoi pas se servir de ce moyen de production, de gens de qualité, pour faire des ingénieurs civils qui, eux, iront dans l'industrie. L'école s'ouvre en 1957 aux élèves civils et la formation passe de 2 à 3 ans. Elle prend le nom d'ENICA, École nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Les promotions doublent de taille et l'ENICA et Super-Héros sont à l'étroit à Paris. Au même moment, le gouvernement Debré lance une politique de décentralisation dans laquelle Toulouse est désignée ville de l'aéronautique et de l'espace. En 1961, l'ENICA commence à emménager dans l'école vétérinaire de Jolimont où tout est à mettre en place. L'ENSICA a été très bien accueillie par, je dirais, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche et plus globalement l'environnement. Mais pour être bien accueilli, il faut savoir aussi se faire accueillir.
Et je dirais qu'aujourd'hui, et encore aujourd'hui, l'ENSICA a eu une chance extraordinaire d'avoir, lorsqu'elle est arrivée à Toulouse, un directeur hors du commun à tous les points de vue, hors du commun au niveau du management, hors du commun dans les relations humaines, hors du commun dans les relations avec les étudiants. C'est Émile Blouin qui a permis, je dirais finalement, cette connexion facile, aisée, avec les autres écoles, avec les autres directeurs. C'est grâce, je dirais, à lui que finalement, on a fait des cours partagés, des travaux pratiques qui étaient, je dirais, partant d'une école pour aller à l'autre ou inversement, etc. Et surtout, le fait que chaque fois que l'ENSICA avait un besoin, que ce soit un besoin de matériel, que ce soit un besoin d'enseignants ou de techniciens, les autres écoles ne pouvaient pas répondre non à Émile Blouin, vu sa personnalité et vu la façon dont il s'est comporté en arrivant à Toulouse. Lundi, par un soleil presque estival, à Jolimont, à Toulouse, M. Pierre Messmer, ministre des Armées, venait inaugurer officiellement l'ENICA, l'École nationale d'ingénieurs de constructions aéronautiques. La présence de M. Pierre Messmer, entouré de toutes les personnalités universitaires, politiques, militaires, industrielles de la ville, dans cette école ultramoderne avec ses laboratoires, ses ateliers, ses souffleries, marquait la volonté du gouvernement de regrouper dans la région Midi-Pyrénées toutes les activités aéronautiques et spatiales. Le CEAT voisin fournit à l'école des enseignants et l'accès à ses installations d'essai. La proximité du CEAT était une chance pour les étudiants car ça permettait d'illustrer concrètement des cours théoriques. Alors par exemple, c'est vrai pour les souffleries, c'était impressionnant. Il y a même une soufflerie supersonique qui permettait de visualiser des ondes de choc. Et puis également, il y avait d'autres bancs d'essai, comme les bancs d'essai moteurs, où là, on avait vraiment l'impression d'être un pilote. Lorsqu'on démarrait, il y avait toute une procédure qui était assez complexe et qui permettait de bien comprendre le fonctionnement des moteurs. Mes parents étaient dans une entreprise aéronautique, mais qui ne disposait pas de la moitié de ses moyens. Et de voir, moi, en tant qu'élève, d'avoir l'accès à tous ces moyens, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et j'en ai bien profité par ailleurs. Le campus accueille des étudiants depuis 1961 et la rentrée de 1965 marque une petite révolution à l'ENICA. Donc, quand je suis arrivée à Toulouse pour la rentrée de la première année, le directeur, Émile Blouin, à l'époque, avait souhaité me rencontrer la veille. Donc, je me suis rendue à l'école, je ne savais pas pourquoi. Et en fait, il voulait essayer de vérifier ma motivation pour rentrer à l'école, parce qu'il me disait que ce serait quand même dommage de prendre la place d'un garçon qui, lui, avait certainement une vocation plus affirmée que la mienne. Parce que si par hasard j'avais l'intention d'arrêter pour me marier, avoir des enfants, c'était un petit peu dommage. La maison des élèves, à cette époque-là, était réservée exclusivement aux garçons. Elle n'était pas ouverte aux filles. Et j'ai dû loger à la cité universitaire de Rangueil. Quand on connaît les lieux de Toulouse, Jolimont-Rangueil, c'est pas la porte à côté. En 1966, l'ENICA a l'honneur d'accueillir Alexeï Leonov, le premier homme à avoir effectué une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Et donc quand je suis arrivée le matin, habillée comme d'habitude, c'est-à-dire de manière très très ordinaire, et que j'ai appris ça, et que j'ai appris qu'en plus, en tant que fille, j'étais invitée à la réception. Je me suis dit, je ne peux pas me présenter comme ça, et j'ai demandé l'autorisation officielle de rater les cours pour aller me changer. J'ai eu cette autorisation, donc j'ai pu être un peu plus présentable, et ça s'est très bien passé avec Leonov. Doucement, le nombre de filles augmente et au cours des années 1970, la maison des élèves leur ouvre ses portes. Bien installée et équipée, l'ENICA doit maintenant se faire une place dans le monde académique. L'ingénieur général Blouin souhaitait intégrer l'école au mieux dans l'université toulousaine. Et dans cette perspective, il nous incitait à nous inscrire dans des enseignements universitaires et passer donc des certificats, que ce soit en statistique, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans d'autres disciplines. Les directeurs successifs cherchent à asseoir la réputation de l'école en visant un recrutement toujours meilleur des élèves. En 1969, l'ENICA abandonne son concours spécifique pour rejoindre le concours des ENSI. Elle en atteint rapidement les premières places et devient en 1979 ENSICA,
École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Attirés aussi bien par la réputation de l'école, son programme, que par le cadre de vie qu'offre l'ENSICA, les élèves ne trouvent pas forcément le relâchement tant attendu après les années de classe préparatoire. En 1988 et les années d'après où j'ai participé, on avait vraiment un bizutage qui était fantastique. Hormis le fait que l'on arrivait et qu'on était accueillis par des militaires, qui en fait s'avéraient être des faux militaires, mais ça on le savait que beaucoup plus tard, qui étaient ni plus ni moins que des deuxième années. On était déjà mis 2 par chambre, on a été mis avec une discipline dite militaire. En commémoration de la création de l'école, le premier jeudi de chaque mois, l'élève de l'ENSICA est dans la cour de l'école à 7h45. Au lever du drapeau, il entonne l'hymne national. On a vraiment cru jusqu'au bout qu'il y avait un régime militaire où tout était strict. Alors qu'en fait, on s'est rendu compte maintenant que l'école d'ingénieurs, c'est assez tranquille. Si l'école s'avère tranquille, l'inspecteur des études veille à ce que les élèves ne se laissent pas trop aller. Un inspecteur des études à l'ENSICA, il est là pour servir d'interface entre les étudiants et l'administration et pour gérer au quotidien tous les petits problèmes que peuvent avoir les élèves, accueillir les professeurs. On est là aussi pour faire le travail que les élèves n'aiment pas, à savoir contrôler qu'ils viennent en cours régulièrement. On joue souvent au chat et à la souris avec nos étudiants et ça met un petit peu de piment dans les journées. Moi, comment j'avais conçu le rôle, c'était tout mettre en œuvre pour que les élèves que je reçois début septembre, en juin de l'année suivante, ils passent tous en deuxième année. Lorsqu'ils ne sont pas en cours, de nombreux étudiants ont l'opportunité de prendre l'air en pratiquant des activités aéronautiques à des prix très abordables. L'activité aéronautique, pour moi, ça a été du vol à voile à Bourg-Saint-Bernard. Et très intéressant, le passage de la licence de pilote à l'ASBORD. Il fallait arriver avant, il fallait préparer les avions, il fallait entretenir les avions. Il fallait faire beaucoup de présence pour montrer aussi qu'on était intéressé par l'activité. En plus du vol à voile et de l'avion, les étudiants peuvent pratiquer le parapente et le parachutisme. J'avais choisi le parachutisme. J'ai commencé en 2006 et aujourd'hui je continue à en faire. On a encore un petit groupe à continuer à en faire, à se retrouver toujours au club de Pamiers. Et puis ça a même donné à certains des vocations. Il y en a qui travaillent encore là-dedans. À la fin des années 1980, les laboratoires d'enseignement de l'ENSICA évoluent et se lancent dans des activités de recherche. Une première thèse est lancée en 1986. Durant ma 3e année, il y a Pierre Sintès, qui était le directeur de l'ENSICA, donc ça c'était en 85-86, qui m'a convaincu de rester dans un laboratoire de l'ENSICA pour faire ma thèse au sein du laboratoire de l'ENSICA. Il s'était rendu compte que la formation par la recherche permettrait de dispenser un enseignement de qualité supérieure. La recherche, si vous voulez, a une dimension que n'a pas l'enseignement, parce que la recherche est intuitive. Elle est inductive. Elle n'est pas déductive. Or, on n'apprend que des choses déductives. C'est-à-dire que, finalement, on résout des problèmes où tous les éléments de la réponse sont contenus dans l'énoncé. Quand on fait de la recherche, c'est tout à fait différent. L'école prend soin d'adapter son cursus à une industrie de pointe qui se consolide au niveau européen et cherche des profils variés. Il y a eu aussi un changement très important autour des années 94-95, quand Jean-Louis Fraison était directeur de l'école, qui visait à favoriser les séjours à l'étranger, favoriser aussi les séjours en entreprise, les stages dans la formation, aussi une grande ouverture dans la liberté de choix des enseignements offerts aux élèves. L'ENSICA recrute plusieurs enseignants-chercheurs qui peuvent échanger avec les nombreux vacataires de l'industrie aéronautique. Un grand plus du cursus à l'ENSICA, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui viennent de l'industrie. Donc on a eu plein d'enseignants d'Airbus, de plusieurs compagnies différentes. Donc ils ont de l'expérience dans ce domaine et ils peuvent vraiment apporter beaucoup au cours. Je crois que d'une façon générale, on a eu des professeurs remarquables. À la fois les professeurs de l'école qui avaient à cœur de développer leur laboratoire, de rester bien en phase avec les besoins de l'industrie, et également encourageant le travail en pluridisciplinarité
ce qui est finalement le besoin des entreprises. La formation NCICA est une formation très complète. On parle de l'aérodynamique, de tout ce qui est structure, résistance des matériaux, les asservissements, tout ça, c'était fantastique. Par contre, ce qu'on n'a pas appris, c'est le côté opérationnel d'un avion, surtout d'un avion civil. Et ce qu'on n'a pas appris aussi, c'est le marché. Quel est le marché pour les avions civils? Quel type d'avion faut-il construire? L'enseignement évolue, mais certaines expériences vont être partagées par les élèves par-delà les années. Alors, un moment très fort de l'année, c'était évidemment le tournoi des grandes écoles aéronautiques que l'on a gagné, que l'ENSICA a gagné les 3 années où j'étais présent, un peu pas que grâce à moi, il faut bien admettre, où c'était vraiment fantastique, en particulier l'année où on partait tous sur Poitiers. Le tournoi des grandes écoles aéronautiques s'ouvre plus tard à l'Europe et devient l'EAG, European Air Student Games. Les EAG, donc c'est un tournoi de sport où il y a plusieurs écoles et universités européennes qui viennent participer. Et on fait plein de sports différents, foot, rugby, basket, tous les sports. Et l'ambiance est vraiment, vraiment bonne. Dans les années 1990, l'effectif des promotions augmente significativement. La deuxième résidence, la Maison des ingénieurs de demain, est construite en 1993. Un nouveau restaurant voit le jour, le foyer des élèves déménage à cette occasion. Je crois que le foyer a toujours existé depuis que l'école est à Toulouse. Initialement, il était au sous-sol de la maison des élèves. C'était vraiment une pièce en sous-sol, sans ouverture sur l'extérieur, où on pouvait fumer, il y avait beaucoup de choses autorisées au foyer, c'est vrai, il était ouvert jusqu'à point d'heure. En 1997, le foyer s'installe dans l'ancien réfectoire. On y croisait les professeurs, les élèves, les gens de la maison des élèves, tout le personnel de la NCICA, le midi notamment pour les cafés. On y venait pour boire une bière, pour faire un billard, on y venait pour voir un match de foot. Et puis il y avait toutes les soirées, le foyer c'était quand même le lieu de toutes les soirées. Je suis arrivé à l'ENSICA en 2001 et donc je me suis occupé de la résidence des élèves. Il y avait aussi donc le foyer pour lequel j'étais censé surveiller ce que faisaient les élèves, en particulier en soirée. On devait pas mal ruser quand on savait qu'il allait y avoir une inspection. On avait un moment acheté des fûts de limonade pour justifier l'achat d'une tireuse. Qui n'a jamais bu un esquirol? Qui n'a jamais dansé une danse du Limousin? Qui n'a jamais commandé un mètre de bière? Qui n'a jamais essayé de passer derrière le bar pour sonner la cloche? Tout ça, c'est des souvenirs qu'on a tous en tête. Le souvenir des heures passées sur les machines de l'atelier mécanique marque de nombreux élèves, plutôt habitués aux salles de cours et aux amphithéâtres. Les gens qui travaillaient à l'atelier, ils se mettaient en cadre pour que nous, les théoriciens, on réussisse à fabriquer péniblement des pièces très simples. Je me souviens de mon cendrier, dont je suis toujours très fier, que j'ai toujours sur mon bureau, et de l'étau, que j'ai mis plusieurs années à utiliser. Il était très très massif, mais j'en suis très fier. C'est une réalisation qui ne vole pas, mais qui m'est fort utile. En 2007, l'ENSICA rejoint l'ISAE, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Le déménagement du site de Jolimont vers Rangueil commence. On est entré dans une ère de mondialisation. À ce moment-là, la taille d'écoles d'ingénieurs dans le domaine aéronautique est apparue insuffisante pour conserver le leadership que pouvaient avoir ces écoles et le transférer au niveau mondial. Et donc, il a été élaboré une politique d'alliance entre les deux écoles qui étaient leaders en France pour la formation d'ingénieurs pour l'aéronautique et l'espace, c'est-à-dire Supaéro et l'ENSICA, qui a donné naissance au projet de l'ISAE. On trouve dans le bâtiment vidé les traces de ceux qui y sont passés. Des artisans de la construction ont laissé des mosaïques décalées. Des techniciens ont décoré les murs de leurs vestiaires. Des élèves ont signé sous le radiateur d'une salle de classe.
l'école a vu du passage et permis des rencontres. J'ai une mémoire toute particulière vis-à-vis de certains membres du personnel, ou des enseignants que nous encadrés. Au niveau du personnel, bon, l'imprimeur, j'ai été seriné 150 000 fois pour faire des travaux qui étaient un petit peu hors normes. Ou la bibliothécaire que j'ai retrouvée là, qui je crois est d'ailleurs encore en poste, que j'ai vu récemment. Donc c'est des personnes qui vraiment étaient extrêmement accueillantes et qui m'ont laissé un excellent souvenir. Le mieux, c'est que 35 ans après, j'ai gardé une dizaine d'amis qui sont aujourd'hui des amis de longue date. C'était des amis à l'école et c'est encore des amis aujourd'hui et on se voit régulièrement dans la vie courante et on entretient toujours de bonnes relations. Donc ça, c'est la vraie camaraderie. En 2015, les 2 dernières promotions d'élèves ingénieurs NCICA, la 69e et la 70e, quittent le campus de Jolimont pour rejoindre Super-Héros à Rangueil. Bon, le fait de partir de l'NCICA à la fin de l'année, ça fait forcément un petit pincement au cœur. On est un peu déçus parce qu'on a vécu des moments, des expériences qui sont inoubliables. C'était notre première année en école d'ingénieur. Plus que ça, plus qu'à déception, le fait qu'on aille à Super-Héros, c'est aussi une ouverture pour nous, dans le sens où on a des perspectives que les anciens NCICA n'avaient pas forcément. On va pouvoir bénéficier, je pense, de plus d'accords universitaires, de choses comme ça qui ont été mis en place. Vis-à-vis du fait qu'on soit la dernière promotion de l'NCICA, la 70e, c'est un peu triste de se dire qu'il n'y en aura pas avec nous, personne à qui passer le flambeau, mais d'un autre côté, je pense qu'on en est tous immensément fiers, et ça c'est vraiment un esprit qui s'est dégagé de cette promotion que j'avais vu nulle part ailleurs, c'était vraiment la fierté d'être à l'NCICA. Et quand on a tous les anciens qui viennent nous voir, que ce soit des professeurs, des ingénieurs, et qui nous disent représentez dignement l'NCICA, soyez fiers d'être NCICA, ça nous fait chaud au cœur et j'espère qu'on sera digne et je pense qu'on va tout faire pour l'être. Je suis un artiste et je viens de l'NCICA. 3 ans de ma vie, ça vaut bien une chanson. Moi c'était 4 ans. Un peu opportuniste et vraiment passionné, car après 2 ans de prépa, j'ai choisi cette formation. Ah, moi c'était 3 ans. Ça fait pas moi. Tout survolé, de la mécavole à l'atelier. Mon projet PIP, c'était aussi mon idée. Moi c'était ma subsite. Option bagagiste, automne, thermoméca, j'ai joué des équations qui donnent leurs ailes aux avions. Et l'NCICA chantait, et l'NCICA chantait, et le foyer chantait, et le foyer chantait. Un truc qui me restera toujours gravé dans le cœur. Je suis un artiste et je viens de l'NCICA. La 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 la. Je suis un